cours de préparation. Voilà, on est parti. Donc, c'est enregistré. Ensuite, toujours sur les questions fonctionnement. Donc, vous avez un chat en bas à gauche. Voilà, petite bulle là. Donc, le chat, il peut vous servir pour pouvoir poser des questions. Sophie, que je remercie, Sophie Buy, qui est ma collègue à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, que certains connaissent, voilà, sur toute la vie sportive, administrera le chat. Donc, il va y avoir une première partie où je vais intervenir. Vous pourrez poser vos questions sur le chat, et en fonction de la nature de la question, si c'est voilà une explication très rapide sur un acronyme ou quelque chose, Sophie m'interrompra et je donnerai la réponse. Si c'est une question qui demande un peu plus d'éléments de réponse, auquel cas je répondrai au bout de cette demi-heure, et puis on fera un point sur toutes ces questions-là. Sachant qu'il y a peut-être des questions auxquelles on répondra dans la deuxième partie donc de la conférence, qui me verra passer la main à plusieurs personnes qui ont mené des projets scolaires et qui les témoigneront. Et je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. Alors, je vais donc, normalement, vous allez voir ma présentation qui devrait s'afficher à l'écran. Voilà. Hop, vous allez juste me confirmer que c'est tout bon. Est-ce que vous voyez ma présentation ou pas? Non. Non, on la voit plus. Non. Ok, vous la voyez. Je la remets. Voilà. Ah, mince, ça a bougé. Voilà, c'est celle-ci. Hop. Et là, normalement, ça devrait être bon. Si quelqu'un peut me dire que c'est OK. Non. C'est bon. Oui, c'est bon. Okay. Ouais, ça y est. Allez, on est parti. Je vous laisse recouper vos micros. Et puis donc, alors on attaque. En introduction, tout d'abord, pourquoi cette thématique? En tout cas, thématique qui semble vous intéresser puisque vous êtes nombreux. Je vous en remercie encore une fois. Pourquoi cette thématique? C'est que tout simplement, si on prend les statistiques brutes des moins de 9 ans et donc du public minibat dans nos clubs, c'est relativement maigre. Donc, il y a un vrai travail à faire là-dessus. Ensuite, deuxième élément qui nous a un petit peu, on va dire, chahuté ou heurté, vous avez dû voir passer au mois de juin le dispositif carte passerelle. Nous avons beaucoup communiqué sur ce dispositif-là qui devait faciliter justement ces passerelles entre l'école primaire et le club. Quand on a fait l'évaluation de ce dispositif, on s'est aperçu donc que c'était un échec total. Sur les 90 clubs qui se sont inscrits dans la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, ce qui est un score absolument inouï sur la centaine d'écoles de jeunes et par rapport au reste du territoire français, il doit y avoir moins de 10 gamins qui ont franchi les portes du club grâce à ce dispositif. Il y a beaucoup d'explications. Évidemment le Covid, les problèmes de communication de l'USEP, etc. Mais globalement, ça a quand même mis en lumière que les clubs n'étaient pas très armés ou pas suffisamment armés pour pouvoir appréhender cette notion de passerelle scolaire, d'où l'objet de la réunion de ce soir. Toujours en préambule, vraiment le message important de ce soir, et j'en suis désolé, c'est que vous repartirez pas de la soirée avec une recette magique sous le bras en vous disant ah, je vais faire ça, formidable. J'aurai des pelletés de gamins qui vont arriver dans mon club. Malheureusement, non, car pour qu'il y ait vraiment en réussite et afflux d'enfants, ça dépend de beaucoup d'éléments contextuels et d'opportunités. Donc voilà, donc aussi bien ce soir, on va évoquer des exemples à travers les témoignages, que ce soit de Chloé, Marie-Vonne ou Sylvain, des témoignages de réussite, mais aussi bien, ce sont des choses que peut-être vous avez déjà tentées et qui se sont soldées par un échec. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui... Il y a beaucoup de pistes à explorer et malheureusement, sur certains endroits, il n'y a pas beaucoup de pistes qui réussissent. Par contre, à contrario, il y a quand même des endroits où ça marche bien. Dernier élément d'introduction, il faudra vraiment bien mesurer l'investissement qu'on veut mettre sur ce projet et j'y reviendrai sur quelques exemples ultérieurs. Alors, j'ai un message de Sophie qui me dit qu'on ne me voit pas, donc je vais essayer d'activer ma caméra pour que vous puissiez voir un petit bout de ma trombine et en même temps la présentation. Normalement, ça devrait marcher ou pas. Bon, si on ne voit pas, c'est pas très grave. Bon, c'est bon.
C'est bon. L'essentiel, c'est quand même que vous voyez la présentation. Donc voilà un petit peu pour le décor. Et puis maintenant, vous expliquer un petit peu comment va se passer la soirée. Donc je vous le disais, 30 minutes un petit peu d'un cadre un peu théorique où je vais essayer de vous décrypter vraiment l'environnement dans lequel évolue le club pour pouvoir aller chercher des gamins dans les écoles. Et puis au bout de ces 30 minutes, nous aurons 3 intervenants qui se présenteront le moment venu. Donc nous aurons Chloé Chiroussel, qui est enseignante en école élémentaire. Donc on aura le versant de l'autre côté de la barrière. Bon, accessoirement, Chloé est aussi présidente du club de Chassieux et joueuse de badminton, donc elle a vraiment la double vision, donc c'est hyper intéressant. On aura le témoignage de Marie-Vonne Girardin, qui est présidente du club d'Issoire dans le Puy-de-Dôme et qui mène des actions avec les écoles primaires, avec notamment la mise en place de rencontres. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui fonctionne bien chez elle et c'est fait avec que sur l'appui de bénévoles. Et puis on aura le témoignage d'un professionnel qui va nous rejoindre là d'ici une demi-heure, à savoir Sylvain Génier-Dubry, qui est l'entraîneur du club d'Oulin. Club qui mène des actions avec le périscolaire cette fois-ci, puisqu'on va évoquer aussi ce périscolaire. Donc voilà, ces 3 intervenants. Avec moi, je vous l'ai dit, donc pour ceux qui arrivent, Sophie Bluy, donc ma collègue qui gérera le chat. Et enfin, dernier élément introductif, cette présentation, je l'ai co-construite avec mon collègue de la fédération, Kevin Leroux. Voilà, je suis reparti d'un support qu'il avait construit. Et voilà, je tenais à le signaler que tout n'a pas été fait par mes petites mains. Voilà. Alors, l'état des lieux. Il y a 10 ans, quand on a commencé à se pencher sur la question en 2010, 0,5% des licenciés avaient moins de 9 ans. Donc, pourcentage très très faible en comparaison d'autres fédérations. Et par exemple, à l'époque, en 2010, la fédération de judo, les moins de 9 ans, c'était 44% de leurs licenciés. Donc, un truc complètement ahurissant par rapport à nous. Et pour certains qui ont déjà vu ces affiches, le judo, c'est leur fonds de commerce. Je vous avais déjà vu voir ces affiches, le judo, l'école de la vie. Donc, ils ont vraiment une stratégie orientée sur les petits très bien huilée. Alors, pourquoi on était autant à la rue? Beaucoup de raisons, mais les principales, un manque de structuration évident des clubs. Les écoles de jeunes n'étaient pas toutes encore vraiment très bien structurées. Beaucoup de clubs étaient en manque de créneaux, c'est toujours le cas malheureusement, mais c'était encore pire. Peu d'encadrants formés, et puis surtout, pour moi, l'élément principal, c'est qu'on n'avait pas de contenu pédagogique pour les petits. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu comme réponse à cela? Vous vous en rappelez pour les plus anciens. La sortie et le lancement donc, du dispositif jeune à l'occasion des championnats du monde de Paris en 2010. Et derrière, il y a eu une impulsion territoriale sur les comités, sur les ligues, pour développer ce dispositif jeune. Alors, en 2020, on en est où? Alors, vous me direz, on a progressé, hein, de 2,5% des licenciés en France, c'est 2,4% en Auvergne-Rhône-Alpes, ont moins de 9 ans. Donc, une progression certes, mais encore une fois, une situation qui n'est pas satisfaisante. À titre de comparaison, la semaine dernière, la Ligue de tennis Oram m'a communiqué des chiffres. 13% de leurs licenciés ont moins de 9 ans. Et si on prend les poussins 1, nous, on arrive à monter à 5%, quand eux, ils montent à 17%. Ils ont vraiment 17% de leurs licenciés qui ont 9 ans et moins. Donc, on a encore du chemin, vraiment du chemin à parcourir. Alors, si on prend les difficultés d'aujourd'hui, on l'a dit, peu d'enfants de 9 ans, de moins de 9 ans dans les clubs. Les créneaux spécifiques. Alors, quand je dis créneaux spécifiques, c'est surtout ces fameux créneaux de fin de journée. Voilà, et ceux du mercredi après-midi. Ça, c'est vraiment les créneaux qui valent cher et on a beaucoup de difficultés à les choper. Et quand bien même un club aurait cette chance, il y a une deuxième difficulté qui vient se greffer là-dessus, c'est qu'il faut aussi trouver des encadrants. Alors d'une part, des encadrants qui soient qualifiés à minima, mais surtout disponibles sur ces heures de fin d'après-midi, ce qui complique encore plus la tâche. Et puis enfin, on note vraiment une culture badminton très très peu ancrée dans le paysage, on va dire global français, sportif également, mais aussi dans la communauté éducative. Alors, qu'est-ce que j'entends par culture badminton? La culture badminton, c'est vraiment faire comprendre à tous ces acteurs de la communauté éducative, les enfants, les parents et les enseignants, que le badminton, c'est d'une part un sport qui est vraiment très riche pour le développement de l'enfant, d'un point de vue moteur, d'un point de vue cognitif, que c'est accessible dès le plus jeune âge. Donc voilà, pour l'école, on parle de cycle 2, donc de CP à CE2. Donc là, on reste sur des enfants de 6, 7, 8 ans.
Voilà, il faut savoir qu'on a des inspecteurs qui, par exemple, tiennent des discours très très forts en disant le badminton, c'est pas possible en cycle 2, on peut pas jouer au badminton, on peut pas faire du bad à des enfants de cet âge-là. Donc il faut lutter contre ces images profondément ancrées. Et puis enfin, faire passer comme message que nos clubs, enfin pas tous, mais certains clubs sont vraiment structurés pour accueillir ces jeunes enfants. Voilà, ça se fait au judo, ça se fait à la gym, ça se fait au tennis, mais oui, ça se fait aussi dans les clubs de badminton. Il y a donc vraiment un phénomène, enfin en tout cas une communication autour de cette culture badminton qui est vraiment forcée. Alors, quels sont les objectifs? Je le rappelle, hein, le premier, c'est vraiment de faire du badminton. Alors, une APS, c'est une activité physique et sportive. Donc, une APS phare du premier degré. Voilà, dans le premier degré, donc les écoles élémentaires pour ce qui nous concerne, on fait de l'EPS. Voilà, on fait des maths, on fait du français, on fait de la géographie et on fait de l'EPS. Et donc, on en discutera tout à l'heure avec Chloé, mais il y a un programme d'EPS avec des thématiques, hein, 4 grands chapeaux de types d'activités. Vous avez les performances normées, qu'on appelle ça, enfin, tout ce qui est chronométré, lancé, etc. Et puis, vous avez les sports d'opposition au sein duquel vous avez les sports de raquettes, dont le badminton. Donc, c'est vraiment essayer de faire en sorte que le badminton soit une APS comme les autres et qu'un enseignant puisse, comme il fait faire de l'athlé ou du hand, qu'il puisse aussi avoir le réflexe de faire du bad. On verra pour ça qu'il faut remplir quelques prérequis. Et donc ensuite, évidemment, de notre côté, c'est d'augmenter absolument le nombre d'enfants de cet âge-là dans nos clubs. Et bien sûr, pour ça, et là, c'est quelque chose sur lequel j'insiste, il faut évidemment que nos clubs soient en mesure de proposer une offre de service de qualité à ce public. Il ne s'agit pas d'aller lancer des opérations auprès des écoles si on n'a pas le créneau, l'encadrant qui va bien et globalement un projet ciblé autour de cette catégorie. Donc voilà un petit peu le rappel des objectifs. Alors, pour atteindre ces objectifs, je vais essayer de vous décrypter très rapidement l'environnement dans lequel le club évolue et surtout quand il va commencer à vouloir toquer à la porte des écoles. Car la relation, elle n'est pas aussi bilatérale que ça entre le club et l'école. L'école est vraiment dans un microcosme et un fonctionnement administratif vraiment très très particulier. J'ai essayé de faire un schéma le plus clair possible. Donc si on part du haut, vous avez le niveau régional, donc académie régionale. Donc pour notre région déjà, par exemple, c'est trois académies différentes. Vous avez Clermont, Lyon et Grenoble, qui potentiellement peuvent avoir des politiques différentes et des fonctionnements différents. Si on descend à l'échelon départemental, donc on est sur la gauche, donc DSDEN, donc ça c'est la direction des services départementaux de l'éducation nationale. À l'époque, on appelait ça les inspections académiques. Et donc ces services départementaux sont dirigés par un directeur académique des services de l'éducation nationale qu'on appelle le ou la DAZEN. Voilà. Ce directeur, il est entouré de ce qu'on appelle des conseillers pédagogiques départementaux, les CPD. Ces personnes ont entre autres pour mission d'accompagner les enseignants, et notamment sur la partie EPS et surtout des projets autour de l'EPS. Donc là, on est au niveau départemental. Et là, pour le coup, les interlocuteurs vont plutôt être les comités départementaux ou les ligues. Ensuite, en dessous du département, les départements sont divisés en circonscriptions. On aurait pu le mettre au pluriel. À titre d'exemple, ça varie. En Haute-Savoie, par exemple, c'est 11 circonscriptions. Donc le département est divisé en 11. À l'inverse, en Isère, où vous avez la métropole de Grenoble, c'est 23 circonscriptions qui divisent le territoire départemental. Et donc ces circonscriptions, elles sont dirigées par un inspecteur d'éducation nationale, c'est donc l'IEN. Et cet IEN, il s'appuie sur des conseillers pédagogiques, mais c'est aussi des conseillers pédagogiques de circonscription. Et ces conseillers pédagogiques de circonscription, pour ceux qui sont parents, par exemple, ça va vous parler. Alors, ils ont à la base, dans leur mission, la formation continue des enseignants. Sauf que la portion, en termes de volume horaire de la formation continue chez les enseignants, que ce soit dans le secondaire ou dans le primaire, voilà, ça vous a pas échappé que ça se réduit comme portion congrue. Donc, néanmoins, ils doivent les accompagner sur cet aspect formatif, mais ils sont surtout maintenant très mobilisés sur tout ce qui est agrément piscine, agrément vélo, validation de projets pédagogiques, les classes vertes, etc. C'est malheureusement, de leur dire, hein, pour échanger souvent avec eux, un travail qui est devenu extrêmement administratif. Voilà. Et donc, au niveau de la circonscription, l'inspecteur, l'IEN et les CPC vont faire appliquer des directives de fonctionnement auxquelles les écoles primaires doivent se soustraire. Donc ça veut dire que quand l'école va venir proposer un projet proposer un projet à une école,
celle-ci devra faire attention à ce que ça corresponde bien au fonctionnement administratif qui est posé. Et donc, on n'y fait pas ce qu'on veut et on reviendra un petit peu en détail là-dessus par la suite. Autre point important, à chaque territoire son fonctionnement. La difficulté, je vous parlais tout à l'heure de recettes magiques qui n'étaient pas possibles, c'est que pour la fédération ou même pour une ligue, on ne peut pas vous proposer un dispositif reproductible sur tous les territoires. Vous l'aurez compris au regard du schéma précédent que chaque territoire et donc chaque circonscription, c'est-à-dire chaque morceau de département, peut avoir un fonctionnement qui diffère du voisin. Même s'il y a des directives peut-être départementales ou nationales, le fonctionnement d'un territoire à l'autre, voire d'une école à l'autre, voire d'un enseignant à l'autre, peut différer. Donc, extrêmement compliqué de vous proposer une méthodologie qu'on va reproduire dans le Cantal ou dans le Rhône. Voilà. Ensuite, ça c'est quelque chose, vous le verrez tout au long de cette présentation et des échanges, qui est fondamental, c'est la qualité du contact par lequel on va entrer dans l'école. Alors le contact, c'est qui? Ça peut être le directeur d'école, ça peut être l'enseignant, ça peut être un parent d'élève, ça peut être un CPC, ça peut être éventuellement un adjoint aux affaires scolaires. En tout cas, ce qui est certain, c'est que par expérience et échange avec beaucoup de personnes qui ont mené ce projet, très souvent, ce qui détermine la réussite d'une passerelle avec l'école, c'est qu'en face de vous, votre interlocuteur, quel qu'il soit dans les profils que je viens de citer, il est motivé par le projet, et lui, il va faire avancer le truc. Voilà. Si on n'a pas ce contact motivé et déterminé, très souvent, il faut vraiment sortir les pagaies, et bon, c'est difficile. Voilà. Et enfin, justement en lien avec ça, les actions, elles seront évidemment très différentes selon l'implication de l'école, selon la motivation, selon le cadre réglementaire qui va nous permettre de faire ça et pas ça. Donc, il y a beaucoup de variables sur cette thématique. Alors, l'implication de l'école, justement, parlons-en. J'ai essayé de vous graduer, en fait, de la situation, on va dire, pas la plus dramatique, mais en tout cas la moins favorable, à la situation la plus favorable. La situation la moins favorable, c'est écrit en haut, l'école ne souhaite absolument pas travailler avec le club, le directeur, il veut pas en entendre parler. Bon, voilà, ça sert à rien d'insister, il veut même pas qu'on mette d'affiches devant, voilà. Néanmoins, vous pouvez quand même mener des opérations de tracking, de distribution de flyers à la sortie de l'école, avec le conseil suivant, c'est qu'il faut, à mon sens, l'accord de la mairie. Voilà. Et je pense qu'un adjoint au sport ou aux affaires scolaires, il peut tout à fait entendre qu'une association sportive a envie de dynamiser le territoire, a envie de proposer un service aux plus jeunes de la commune. Je serais assez surpris qu'on vous empêche de distribuer des tracts pour faire la pub pour votre école de jeunes, notamment pour votre école de Minibad. Et par contre, stratégiquement, je pense que c'est bien d'en informer le directeur d'école. Il y a une différence entre lui demander son accord et en informer. Voilà. Les pourtours de l'école, on est un peu plus sur le ressort de la commune. Voilà. Et avec des supports dont je vous parlerai ultérieurement. Donc ça, c'est vraiment la situation. On peut faire de la com dans la sphère scolaire, mais il ne faut pas trop s'approcher de l'école. Donc pas très pratique, mais il y a quand même vraiment des choses à faire. Ensuite, l'école permet l'affichage dans l'école, ou en tout cas sur le panneau, souvent à côté du portail ou de la porte d'entrée. Donc là, évidemment, c'est hyper intéressant de pouvoir avoir une affiche très pratique, un peu qui accroche. Et voilà, je vais vous montrer à quoi ça peut ressembler. Donc on a des supports à la ligue de ce type. Donc à gauche, vous avez une affiche, voilà, le badminton, j'y joue en club. Donc vous voyez déjà cet aspect culturel. Ah, mais il y a un club de badminton, ok, voilà, rejoins-nous dès 6 ans. Ah d'accord, ils prennent les petits. On a essayé d'utiliser Plumi qui a une bonne accroche avec les petits. Vous avez des logos, voilà, la région, la fédération, donc ça donne un peu de crédit institutionnel au support. Et puis en dessous, c'est personnalisable pour tous les clubs. C'est un document en format Word, hein, on vous l'envoie, vous mettez le nom du club, le nom du contact, et vous pouvez faire une affiche, voilà, qui, en tout cas de notre point de vue, même si c'est subjectif, a un peu de gueule, quoi. Autre type de support, on était sur tout à l'heure l'idée des flyers. Eh bien, on a aussi créé un flyer sur des opérations amène ton copain. Voilà, tu viens essayer avec tes copains,
tu bénéficies d'une séance gratuite. Donc, même principe, vous pouvez personnaliser les flyers. Ils sont mieux dimensionnés, mais j'avais du mal à faire rentrer toutes les infos dans la slide. Mais voilà, en réalité, voilà, ça tient sur une page. Le flyer à droite tient il y a deux flyers sur une page A4, et puis la fiche, elle tient, on peut la décliner en A4 ou en A3. Donc voilà le type de produit qu'on vous propose pour vous soutenir au niveau de la ligue. Alors, ça va un peu mieux. L'école, non seulement elle permet des opérations promotionnelles, mais en plus, elle vous permet de pouvoir faire une communication directement avec les parents. C'est-à-dire que pour ceux qui sont parents ou ont été parents de jeunes enfants, vous vous rappelez, il y a le carnet de liaison parents-enseignants où on passe les infos. Alors, les infos dedans, c'est il y a la photo de classe qui aura lieu tel jour, etc. Mais on peut éventuellement mettre ce fameux flyer, opération porte ouverte, en tout cas mettre une communication du club. Et ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant, puisque là, on est sûr que ça arrive dans les familles. Ensuite, on continue à graduer, à monter sur l'échelle où on a de plus en plus de chances, où on est de mieux en mieux accueillis. Et ça, j'insiste parce que je pense vraiment qu'il y a un truc à faire et qui est, à mon sens, pas du tout développé. Il y a un vrai truc à faire avec l'association des parents d'élèves. Alors, sur certains départements de notre région, ça s'appelle le sous des écoles. À d'autres endroits, ça s'appelle l'APE. En tout cas, ce qui est certain, quel que soit le nom, c'est que je pense que dans 99% des écoles, quand il n'y a pas de Covid, il y a une fête de l'école, souvent au mois de juin, donc ça s'appelle une kermesse ou la fête de l'école. Il peut y avoir aussi des arbres de Noël. Et souvent, sur ces manifestations, c'est souvent organisé avec des stands. Alors, vous avez évidemment la buvette, et puis vous avez des stands. Alors, ça peut être des châteaux gonflables, des chamboule-tout, des parcours, etc. Et là, je pense qu'on peut répondre vraiment à deux problématiques auxquelles sont confrontés les parents d'élèves. C'est que souvent, il manque de parents bénévoles pour tenir les stands. Et il faut trouver quoi mettre comme animation, et tous les parents n'ont pas forcément cette valence animation, sport, etc. Et là, vous arrivez non seulement avec des bénévoles, et en plus avec une animation. On pourrait complètement imaginer sur une fête de l'école, dans la cour, de proposer, mettre 2-3 spinnets de petits filets, des pompons, des chamboules-tout, des cibles à viser. Enfin, voilà, les éducateurs de nos clubs sont assez inventifs pour faire un truc vraiment très sympa. Et je vous laisse imaginer le retentissement, c'est que la fête de l'école, là, c'est 90% des familles qui sont là, avec le papa, la maman, des fois la grand-mère, le frère, la sœur. Donc, on a une vraie fenêtre de com. Et à mon sens, c'est quelque chose qu'il faut absolument qu'on arrive à investir. Voilà. Si parmi les gens qui participent, il y a des gens qui ont déjà réussi à faire ça, dans la partie questions-réponses, ça serait très intéressant qu'ils témoignent un petit peu de cette expérience. Sophie, il n'y a pas de questions particulières, je peux continuer à dérouler? Tout à fait. Il y avait juste Dominique qui demandait si ils auront accès à la présentation en PDF. Donc, je lui ai dit que c'était possible. Oui, vous aurez accès à la présentation en PDF et un document d'accompagnement qui est un peu plus détaillé que cette présentation. Tout à fait, je vous enverrai ça après la soirée. Alors, je reprends le cours, hein, je suis presque au bout et je pourrais ensuite nous tourner vers nos témoins, c'est quand même ce qu'il y a de plus riche. On continue à graduer l'échelle et là, indépendamment, parallèlement en tout cas, avant d'aller sur le cycle scolaire, on a aussi une autre piste, c'est que la commune est ouverte à une intervention sur le temps périscolaire. Voilà, donc je vous le rappelle ou je vous en informe, le temps périscolaire, c'est vraiment le temps hors scolaire, donc on appelait ça communément la garderie, mais ça peut être sur le temps de midi 2. Et ça peut évidemment être à partir de 4h ou 4h30 en fonction de l'heure à laquelle termine la classe. Et ce temps périscolaire, donc, il est dévolu à la commune. Et là, il y a une vraie demande sur certaines communes et pas forcément des grosses villes. Moi, je suis sur un village de 2000 habitants où il y a une école maternelle, une école primaire, et la commune, elle a mis en place des activités avec les associations, quelques associations sportives du village. Donc, il y a moyen de mettre en place des séances de découverte badminton sur ce temps-là. L'un des avantages, c'est que ça positionne vraiment le club comme un acteur de la politique éducative de la commune. Ça permet donc de toucher ce public dans des conditions un peu différentes de l'EPS. Et puis, accessoirement, ces temps-là sont généralement rémunérés par la commune. Donc, pour le club, si il peut y mettre un professionnel, c'est quelque chose qui est intéressant. Il y a aussi des communes qui fonctionnent avec des entraîneurs diplômés, mais des diplômes fédéraux, donc qui n'ont pas de carte professionnelle. Et là, auquel cas, c'est plutôt sous forme de subvention ou de budget de fonctionnement que les aides sont allouées au club. Enfin,
on arrive sur la situation vraiment intéressante où l'école est ouverte à un travail en commun avec les enseignants. Donc là, c'est vraiment, on nous offre la possibilité de mettre en place des cycles de badminton sur la pratique sportive, donc sur ce temps scolaire. Alors, formidable, mais ça demande un peu de boulot et ça a quelques contraintes. La première chose, on développera juste après, hein, c'est la rédaction d'un projet pédagogique. Ensuite, le club, il faut qu'il soit en capacité à apporter un soutien humain, voire même un soutien matériel. Et donc là, c'est pareil. En journée, c'est malgré tout très souvent, mais pas que, mais très souvent les clubs qui ont un entraîneur salarié qui vont pouvoir lancer des cycles badminton sur ce temps scolaire. Mais ça peut aussi fonctionner avec des bénévoles. On a quelques exemples. Alors, on va justement faire le focus sur cette mise en place d'un cycle badminton au sein des écoles. Tout d'abord, je le redis, voilà, tous les clubs ne pourront pas s'impliquer sur une telle démarche pour les raisons que j'ai évoquées sur les aspects matériels, à savoir l'entraîneur et le temps, mais il faut vraiment que ça soit quelque chose qui soit au cœur du projet du club. C'est-à-dire que voilà, si le projet c'est de vraiment développer la partie mini-bas, de faire monter en qualité le créneau, en volume, etc. Là, et qu'on est équipé pour ça en termes de créneaux, d'encadrant, de matériel, là, ça prend son sens. Donc vraiment, la notion du projet de club, il faut évidemment que le projet aille dans ce sens, dans cet objectif-là. Donc l'encadrement, on en a parlé, et puis évidemment, voilà, les aspects matériels. Voilà, ça, c'est vraiment les prérequis pour se lancer sur un cycle au sein des écoles. Sinon, l'intérêt, il est quand même très limité. On ferait plus finalement de déçus qu'autre chose et on investirait des moyens peu rentables. Alors, la première chose, et j'insiste, hein, il y a un point d'exclamation, la première chose à faire impérativement pour les clubs qui souhaiteraient mener des opérations avec les écoles, notamment sur les cycles, la première chose à faire, c'est de prendre contact avec son comité départemental ou éventuellement la Ligue si le comité n'est pas au fait, mais globalement, la plupart de nos comités ont travaillé là-dessus, pour savoir s'il y a une convention avec le monde scolaire et notamment avec la DSDEN, donc rappelez-vous, l'échelon départemental qui gère la partie EPS primaire sur le département. Car ces conventions, elles déterminent si c'est possible ou pas d'intervenir dans les classes, à quelles conditions, est-ce qu'il faut un professionnel, pas un professionnel, est-ce que l'enseignant, l'intervenant, il est présent sur toutes les séances, une séance sur deux, les deux premières, la 1, la 3, la 5, la 7, etc. etc. Donc il y a vraiment les modalités qui sont définies par ces conventions, donc c'est impératif que vous puissiez en prendre connaissance, et en plus, comme je le dis en dessous, c'est une belle porte d'entrée pour aller contacter l'école, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça fait aussi partie de l'argumentaire en disant, bah, vous savez, il y a des conventions qui sont en place, c'est prévu par l'inspection académique, donc voilà, c'est quelque chose qui sécurise et qui institutionnalise ces interventions. Après, voilà, une fois qu'on a vérifié ça, qu'on a échangé avec le cadre du comité, on peut commencer à déterminer une stratégie. Et si la stratégie, c'est d'aller sur un cycle scolaire, eh bien, ce qu'il faut, c'est identifier, donc contacter les écoles voisines. Comme je vous le disais, la notion de bouche à oreille, c'est fondamental. Et il faut, alors, dans les clubs, évidemment, si vous avez des gens qui sont profs des écoles ou parents d'élèves, ça, c'est des vraies portes d'entrée à vraiment sensibiliser pour mener votre projet. Donc, il y a quand même un petit travail d'enquête à faire sur nos licenciés pour savoir qui pourrait nous permettre de rentrer plus facilement dans l'école. Voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire, mais c'est, à mon sens, quelque chose de fondamental. Donc les conventions, je vous en ai parlé, et donc là, a priori, on est maintenant, on est plutôt paré pour pouvoir mettre le cycle en place. Alors, tout à l'heure, je vous en parlais, un cadre changeant, des contacts à trouver, l'application du cadre réglementaire, j'en ai parlé, mais par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce cadre réglementaire, il a beau être mouvant, il a beau être contraignant, par expérience, et je vais peut-être choquer certains d'entre vous s'il y a des enseignants parmi nous, mais en tout cas, par expérience, j'ai le sentiment que si l'enseignant ou le directeur ou éventuellement le CPC sont motivés par le projet, c'est pas qu'on s'affranchit du cadre réglementaire, mais ça devient beaucoup moins une contrainte. Enfin, moi, à titre personnel,
par exemple, ma fille en CM1 ou CE2, CM1, l'instit, elle savait le boulot que je faisais. Elle m'a demandé si je voulais pas intervenir sur un cycle badminton. J'ai fait 3 séances. Il y a eu 0 projet pédagogique, aucun contact. Enfin, ça s'est fait entre elle et moi. Et voilà. Donc, alors évidemment, c'était bénévole, c'est plus facile, mais voilà. Il y a un cadre réglementaire et dans la réalité des faits, parfois, c'est plus facile que ça. Donc, en résumé, les facteurs clés de réussite au projet donc, seront souvent, comme je vous l'ai dit, donc ce contact, sa motivation, la capacité du club à s'investir sur beaucoup d'aspects, et notamment la proximité du club. C'est vrai que souvent, les projets qu'on réussit, c'est quand le gymnase est relativement proche de l'école, et là, la passerelle, elle se fait facilement. Ça, je pense que Chloé en parlera tout à l'heure. Il y a les facilités matérielles, c'est-à-dire que l'espace de pratique, il y a quand même beaucoup d'écoles qui n'ont pas d'espace couvert pour pratiquer l'EPS. Vous doutez bien que pour pratiquer le bad, alors au beau jour, s'il n'y a pas de vent, ça va, mais c'est vrai que c'est relativement limité et bon, c'est un petit côté repoussant et pas très pratique. Donc ça, c'est quand même un frein sur les aspects matériels. Ensuite, quelque chose sur lequel il faudra insister dans le projet PEDA qu'on va voir juste derrière, c'est ce qu'on appelle la transversalité de la pratique avec les autres matières. Voilà. À l'école primaire, il y a ce qu'on appelle le socle commun, qui sont le savoir compter, le savoir-être, le savoir lire, le savoir écrire, etc. Et là, l'enjeu, ça va être de montrer que le badminton, en fait, peut faire écho à tout ce socle commun. Je vous le développe juste après. D'intervention par cycle, quelques éléments normalement incontournables. Le projet pédagogique, il est à co-construire avec l'enseignant. Voilà, il faut que l'intervenant et l'enseignant se mettent autour de la table pour co-construire le projet. Alors quand vous avez un enseignant qui a l'habitude, franchement, en 2 heures, c'est torché. Voilà, s'il a l'habitude et qu'il a envie, c'est pas difficile. À l'inverse, si vous avez un enseignant ou une enseignante qui a pas trop l'habitude, qui est pas trop branché EPS, là, il est possible que l'intervenant de club en fasse un peu plus et que ça mette un peu plus de temps. Quelque chose qui est hyper important et pour le monde fédéral et pour l'éducation nationale, c'est la notion de co-intervention. Tout d'abord parce que si on se met du côté de l'éducation nationale, l'enseignant, il est maître de sa classe et un professeur des écoles, il est censé être capable de dispenser les mathématiques, l'EPS, l'art plastique, la musique, etc. Donc, c'est de sa prérogative de faire l'éducation physique et sportive. Donc, pour un inspecteur, le prof, quand il y a un intervenant extérieur, le prof, il n'est pas sur le côté à lire son journal ou à corriger les copies ou en tout cas à remplir les cahiers du jour. Il est évidemment intervenant. Et nous, le discours qu'on tient, il va complètement dans ce sens-là, car la co-intervention de l'enseignant va faire qu'il va s'approprier l'activité et qu'il va monter en compétence. Idéalement, après, il ne devrait même plus avoir besoin de l'entraîneur ou l'entraîneuse du club pour pouvoir dispenser le badminton. S'il dispense le badminton à peu près correctement sans nous, c'est gagné. On va pouvoir aller investir éventuellement une autre école ou mettre du temps sur autre chose. Donc cette co-intervention, elle est demandée, mais des deux côtés. Voilà. Enfin, toujours sur l'aspect administratif, il y aura un agrément du ou de la DAZEN qui va être nécessaire pour l'intervention du professionnel. Et encore une fois, ça varie d'un département à l'autre. On ne demandera pas la même chose. Mais en tout cas, généralement, cet agrément, il est plutôt à demander auprès du CPC. Mais encore une fois, pour ça, votre comité départemental peut vraiment vous accompagner pour mettre en place ces projets-là, notamment sur ces aspects administratifs. Alors, le fameux projet pédagogique. On va pas y passer trop de temps, mais globalement, c'est un projet qui détermine les objectifs pour l'enfant liés à la pratique du bad. Il est co-construit avec l'enseignant, je vous l'ai dit, il est validé par le CPC. Et sans validation de ce projet, on ne peut pas mettre en place les actions. J'attire votre attention sur le fait que c'est quelque chose qui s'anticipe. Ça prend du temps. Vous pouvez pas arriver n'importe quoi le 20 septembre en vous disant on fait ça à la rentrée des vacances, les vacances de la Toussaint. C'est vraiment quelque chose qui s'anticipe plusieurs mois auparavant parce qu'il faut la validation, il faut l'inclure dans un continuum de l'année. Donc vraiment, c'est vraiment des démarches qui s'anticipent et pédagogiquement et réglementairement. Alors quand je vous parlais de transversalité du projet, on peut mettre beaucoup de choses autour du badminton. On peut complètement mettre en avant les mathématiques, compter les points, la logique du pair-impair, droit, croisé.
L'art plastique, on peut faire du travail avec le matériel de base, notamment voilà, comment on pourrait recycler les volants usagés. On peut dessiner sur le thème du badminton, la géographie, les pays du bas, l'histoire. Enfin, il y a énormément de choses. Quand on est sur une rencontre UCEP, il y a sur ce qui est le savoir-être, par exemple toutes les notions d'arbitrage. Eh bien, il faut que j'entre en interaction avec mon camarade pour lui dire, voilà, je compte les points, pour valider si son volant est bon ou pas bon, ou même si c'est pas des matchs parce qu'ils sont encore petits sur des cibles. Voilà, donc il y a beaucoup de notions qui font appel à ce socle commun, et ça, c'est vraiment très riche. Et c'est, je pense, un argument vraiment de poids. Enfin, presque enfin, sur les autres pistes d'intervention pour aller capter voilà, ces enfants. Là, on a parlé de l'éducation nationale et des écoles publiques. Les écoles privées, le cadre réglementaire est beaucoup moins contraignant. Dans la plupart, il n'y a pas besoin de projet PEDA. Souvent, les moyens financiers sont plus importants, donc les interventions sont rémunérées, ce qui est assez rare dans l'éducation nationale. Et globalement, la mise en place d'actions est vraiment facilitante. Donc ça, c'est aussi une vraie piste à explorer, c'est vraiment beaucoup plus facile. Ensuite, l'UCEP. Alors l'UCEP, c'est l'Union du sport scolaire, mais si vous voulez, c'est l'équivalent du NSS, mais pour le premier degré, si vous préférez. Marie-Yvonne pourra nous en parler longuement tout à l'heure. L'UCEP, c'est un partenaire très intéressant, car l'UCEP intervient sur la formation des professeurs. Et là, encore une fois, dans cette logique de pérennisation et d'appropriation et d'acculturation du badminton par les enseignants, si on peut collaborer avec l'UCEP sur ces journées de sensibilisation ou de découverte d'activités ou de formation, on a tout à y gagner. Ils organisent aussi des journées promotionnelles, des rencontres sportives, ils mettent du matériel à disposition. Enfin bref, l'UCEP qui organise cette pratique sportive est un partenaire vraiment de choix. Et là, vos comités travaillent avec eux, mais on peut tout à fait imaginer des collaborations locales, notamment s'il y a des formations d'enseignants sur un bassin. Ça peut être hyper intéressant que l'entraîneur du club participe à ça. Et puis ensuite, d'autres pistes que vous connaissez sans doute, mais qui sont à explorer, c'est-à-dire les centres de loisirs, les offres de pratique comme les stages multisports, et puis tout ce qui est aussi tous les dispositifs qui sont chapeautés par les communautés de communes. Ah, j'ai entendu un bruit, c'est pas une question a priori. Voilà, donc pour ce qui est des autres pistes d'intervention, on a des bruits bizarres. Si tout le monde peut vérifier que son micro est coupé. Voilà. En conclusion de cette présentation, les points importants, c'est que sur nos territoires, il faut vraiment qu'on ait des clubs vraiment proactifs qui vont à la rencontre des écoles. Encore une fois, on l'a vu avec le dispositif passerelle, si les clubs ne se bougent pas, si les comités laïcs se bougent pas, si on ne va pas à la rencontre du monde scolaire, les gamins et les familles continueront à faire en sorte que les mômes iront au tennis, au foot, au basket, au judo, à la gym, mais pas au bad. Il faut que nous soyons visibles, crédibles et donc proactifs. Ensuite, vraiment, le partenariat et le contact, ça c'est fondamental. Je vais illustrer ce propos. Peter Edinger, qui est un bénévole très investi sur le club du VDD, a mené beaucoup de projets avec le scolaire, et quand j'ai beaucoup échangé avec lui, il a organisé des cycles, il a fait du périscolaire, et il me dit, l'année où j'ai vu débarquer une dizaine de mini-bads, alors moi j'étais hyper intéressé, je me suis dit, super, c'est à propos d'un cycle, ça va agrémenter mon propos. Il me dit, c'est pas du tout quand j'ai fait un cycle, c'est qu'au sein du club, j'avais une gamine dont le papa était très investi sur l'association des parents d'élèves, et ce papa, il a fait un bouche à oreille, une pub pour le club de bad en disant que sa gamine a s'éclaté. La gamine, elle a ramené des copines. Le papa, il a fait de la pub auprès des parents. Résultat, il s'est retrouvé avec quasiment une quinzaine de nouveaux mini-bads. Voilà. Alors que à côté, il a mené des projets sur des sites qui lui ont rapporté, c'est pas le mot qu'il faudrait employer, mais qui ont généré en tout cas la venue de 2 ou 3 gamins simplement. Donc, vous voyez, des fois, le bon contact, ça peut être l'enseignant, mais ça peut être aussi tout simplement un parent d'élève. Donc voilà, il faut aussi beaucoup d'humilité par rapport à ça. Et du coup, il faut adopter une stratégie adaptée pour rendre la passerelle du club effective. Je vous donne un autre exemple, c'est mon collègue d'Alsace, Christophe Montoya, qui donnait cet exemple-là. Sur Strasbourg, je crois, il me semble, l'exemple, il a un bénévole de club. Il fait quasiment 6 ou 7 cycles dans les écoles durant l'année. Ça lui prend un temps fou pour au final voir à peu près 2 mômes franchir la porte de son club. Et bien là, sauf à ce qu'il y a des choses qui m'échappent, on peut s'interroger sur l'intérêt de passer autant d'énergie
pour un résultat qui est proche de 0. Donc, vous voyez, il faut vraiment adapter sa stratégie au contexte et puis, à un moment donné, mesurer si tous ces efforts sont rentables. Voilà, j'en ai terminé sur cette première partie. Je vais me tourner vers Sophie Justement, pour il les y avait questions. Pascal, oui, qui demandait est-ce que l'on pourra avoir accès à tous ces documents vus ce soir pour pouvoir prendre contact avec les écoles? Alors, les documents, c'est-à-dire donc la présentation plus le document d'accompagnement et autres. J'ai pas compris la suite, Sophie. Donc, c'était les documents vus ce soir pour prendre contact avec les écoles. Donc, si Pascal peut préciser s'il s'agit des flyers, par exemple. Alors, les flyers, évidemment, et puis Chloé nous en parlera juste après. On vous donnera un exemple de projet pédagogique, voilà, pour que vous voyez à quoi ça ressemble et éventuellement partir de cette base. Donc, il y aura voilà, les flyers, projet péda et la présentation du soir. Tout à fait. D'autres questions, Sophie? Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Si des gens veulent poser des questions en direct, vous pouvez évidemment. Je vous demanderai simplement de réactiver votre micro pour qu'on puisse vous entendre. C'est tout bon? Ok. Alors on va passer à la deuxième partie. Est-ce que du coup ma caméra est réactivée? Oui, tu as Fabrice du collège 03 qui voudrait prendre la parole. Fabrice, bonjour Fabrice. Vas-y, on t'écoute. Avec le micro, Fabrice. Oui, j'arrive. Ouais, bonjour Thomas, désolé, j'ai pris en retard. Du coup, toi, tu sais quels sont les départements où il y a déjà une convention signée? Oui, je le sais. D'accord. Pas chez vous. Mais par contre, ça fait partie de mes missions de vous accompagner justement pour signer des conventions avec les DSDEN et puis rencontrer les CPD. D'accord, mais toi, du coup, tu sais quelle personne il faut contacter Chez vous, pas encore, mais c'est pas les difficile. bassins? C'est pas difficile à trouver. D'accord, merci. Voilà, donc je serais ravi de venir vous rendre visite pour vous accompagner là-dessus. D'autres questions? Non? Bon, de toute façon, les interventions de Chloé, Marivonne et Sylvain généreront sans doute des questions ou en tout cas amèneront des réponses à peut-être des questions que vous n'osez pas poser. Alors, je me tourne vers Chloé. Chloé, si tu peux activer ta caméra. Alors, où est-ce qu'elle est, Chloé? Tu es là, Chloé? Oui, je suis là. Est-ce que c'est bon pour la caméra? Pas encore. Voilà, Oui. super. Bonsoir Chloé, je vais te laisser te présenter et puis je vais te poser voilà, quelques questions pour que tu puisses un petit peu donner ta vision d'enseignante. Bonjour à tous, moi c'est Chloé Chiroussel, je suis professeure des écoles, j'ai actuellement une classe de cycle 2, donc on est en plein dans le sujet, j'ai des CP, C20, CE2. Avant d'avoir cette classe-là, j'ai eu un peu de tous les niveaux et j'ai voyagé dans pas mal d'écoles, donc ça m'a permis d'avoir un peu une vision globale du sport à l'école dans le Rhône en tout cas. Voilà, aussi accessoirement, je suis présidente du club de Chassieux, qui me donne quelques facilités pour parler un peu de badminton à l'école et d'essayer d'amener le badminton à l'école. Ok, super. Est-ce que, Chloé, tu peux nous situer un petit peu voilà, sur cette notion d'APS ou nous situer où est le badminton dans les programmes et puis ce qui est un peu attendu, voilà, sur les attendus du programme sur ces catégories d'âge? Alors du coup, dans le programme, comme tu disais tout à l'heure, il y a vraiment 4 grands champs disciplinaires en EPS. Donc tu parlais des activités athlétiques mesurées. Il y a aussi les activités artistiques, les activités qui demandent de s'adapter à son environnement. Et la dernière grande famille, c'est une des plus grandes, c'est conduire et maîtriser un affrontement collectif ou individuel. Et c'est dans cette grande discipline-là que s'inscrit le badminton. Dans ce grand champ disciplinaire, il y a aussi, on peut dire peut-être en concurrence, des sports un peu plus faciles d'accès comme le foot, le hand et tous les autres sports collectifs. Sachant que pour le public dont on parle ce soir, le cycle 2,
on demande beaucoup aux enseignants de s'appuyer sur des jeux plus que sur vraiment des sports tels quels. Donc du coup, c'est ce qui peut être aussi un peu compliqué. Après, les attendus dans ce grand domaine-là, ce sont principalement des compétences de savoir-vivre et de vivre ensemble, donc adopter une attitude de joueur. Tu parlais tout à l'heure des notions d'arbitrage et de respect des règles. Et ensuite, on demande aussi de développer une motricité qui serait propre à une activité physique et sportive, et aussi de savoir maîtriser un affrontement. Donc, ça veut dire d'adapter ses compétences motrices à une situation de jeu. Alors, je me permets merci beaucoup Chloé, c'est hyper clair. Et je me permets de compléter pour illustrer. Moi, j'ai travaillé avec des CPD sur un document pédagogique et par exemple, sur ces attendus, on avait construit un continuum qui est on partait de jouer seul à jouer avec pour ensuite finir à jouer contre. La finalité, c'est effectivement un sport d'opposition, mais vous savez ou pas, mais voilà, un enfant de C1, vous n'allez pas lui faire un match de bad par-dessus le filet en comptant les points dès le début. Donc, on va commencer par jouer seul avec l'appréhension de l'outil, le volant, la raquette, le jonglage, ce genre de choses, puis tout l'aspect moteur. Et puis, on va aller progressivement vers de la collaboration. L'étape cruciale à franchir, c'est de parvenir à échanger en collaboration avec mon camarade. Donc ça, c'est déjà une première situation de référence qui est hyper intéressante. Et puis, au fur et à mesure qu'ils vont grandir et se développer, on arrivera à la notion de jouer contre. Voilà. Donc voilà un petit peu le continuum. Alors Chloé, j'ai parlé du projet PEDA. Est-ce que c'est difficile à construire? Alors, en tant qu'enseignant, c'est pas très compliqué parce que c'est des documents auxquels on est habitué. Donc, du coup, ça suit un déroulé assez standard, etc. La partie qui peut être compliquée à remplir et où l'appui des clubs peut être plus que bénéfique, c'est qu'il y a une grande partie sur détailler le projet. Et je pense que le problème qui peut exister pour les enseignants dans la pratique du badminton, c'est que c'est encore un sport qui est assez peu connu. Et je pense pouvoir dire sans me tromper que pour une grande majorité d'enseignants, la seule fois qu'ils ont fait du badminton dans leur vie, c'était au collège et au lycée quand on faisait des montées-descentes. Donc pour eux, ça peut être très difficile de savoir comment amener cette discipline-là à des enfants beaucoup plus jeunes et pouvoir les entraîner dans ce domaine-là si eux-mêmes ne se sentent pas experts. Ok. Alors, donc là, on voit la plus-value que peut apporter du coup l'intervenant. Et alors du coup, plus globalement, un peu au-delà du projet PEDA, quel conseil tu pourrais donner au club pour justement appréhender l'école, pas faire d'impair et arriver avec les bons arguments de vente. Donc il y a cette plus-value sur le projet PEDA. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller comme argument de vente, on va dire? Moi, je pense que les arguments qu'on peut amener dans une école, c'est que contrairement aux idées que les enseignants peuvent s'en faire, je pense que le badminton, c'est un des sports les plus adaptables. Ça veut dire que pour faire du badminton à l'école, on n'a pas besoin d'avoir un gymnase avec 1 milliard de terrains, des raquettes pour tous les enfants, des volants pour tous les enfants, des filets. On peut réussir à amener des situations où, sans forcément beaucoup de matériel et sans forcément beaucoup d'espace, on s'approche de la pratique du badminton. Autre argument, je pense que c'est aussi une des activités qui est le plus diversifiée. Ça veut dire que dans le badminton, on peut jouer en simple, on peut jouer en double, on peut jouer par équipe, on peut jouer pour soi-même. Et c'est quelque chose qu'on retrouve difficilement dans les autres activités de cette compétence-là, en tout cas. Voilà. Et aussi, un autre point que tu évoquais tout à l'heure concernant la transdisciplinarité. Maintenant, on demande beaucoup aux enseignants de construire leur pratique sportive et leur contenu en EPS dans des dynamiques de projet et de contextualiser beaucoup ce qu'on fait en EPS, de pas dire on fait course longue pour juste faire course longue, mais que ça s'inscrive dans un projet. Et maintenant, il existe une culture badminton assez forte où on peut proposer beaucoup de ressources aux enseignants pour vraiment inscrire cette pratique dans un contexte et pas juste faire un sport collectif sorti de derrière les oreilles pour dire de faire un sport collectif. Merci, super intéressant. À ce sujet, je vous mettrai dans le mail où je vous enverrai les documents
l'adresse du site à l'école du BAD /ffbad.org, qui est un superbe outil pour les enseignants. Et vous voyez, ça répond vraiment à un besoin pour les enseignants qui, ce site est construit où on part d'un contexte. J'ai un préau, une salle de motricité, j'ai un bout de gymnase éventuellement, où j'ai même qu'une cour. Mes élèves sont en capacité de faire ça ou ça, et une fois que vous avez désigné un petit peu ce contexte, eh bien, vous avez des fiches PEDA qui sont proposées aux enseignants, voire même des fiches PEDA en vidéo. Donc, c'est vraiment très, très bien foutu. Je vous donnerai les coordonnées. Dernière question pour toi, Chloé, même si j'adorerais qu'on puisse discuter hyper longtemps. Quels sont les freins, selon toi, au développement de ce projet? Qu'est-ce qui freine le truc côté enseignant? Je pense que, comme je disais tout à l'heure, ce qui freine beaucoup les enseignants dans la pratique du badminton, c'est en premier lieu la méconnaissance de l'activité. Ok. Vraiment, je pense que on en a un peu une vision entre guillemets élitiste de dire pour enseigner le badminton, il faut que moi-même je sache jouer, alors que pas forcément. Et au contraire, on peut faire plein de trucs qui sont super sans être un professionnel du badminton. Il y a aussi des gros problèmes, comme tu évoquais tout à l'heure, d'espace et de matériel. Donc, une des solutions qu'on pourrait proposer, c'est je crois que le comité du Rhône, d'ailleurs, fait ça, de proposer des espèces de valises de matériel qui sont à prêter aux écoles ou aux enseignants. Et ça, je pense que c'est un gros frein parce que c'est du matériel qui est quand même pas forcément très cher, mais assez fragile. Donc, ça peut être un gros investissement dans une école. Donc, ça peut être aussi très intéressant pour une école d'avoir ce support-là aussi d'un club. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Chloé. On va passer la parole à Maryvonne, mais avant ça, il y a une question de Pascal, donc d'Aix-les-Bains. Alors lui, il a un contexte favorable puisque l'enseignante de son garçon va faire du BAD au dernier trimestre. Donc oui, il y avait une convention avec le département de Savoie, mais qui, à mon sens, a besoin d'être réactualisée. Donc, on pourra complètement prendre contact avec Fred Château, que tu connais bien sûr, le cas technique local, et puis on essaiera de réactualiser la chose. D'ailleurs, Marc t'a répondu qu'il fallait voir avec Fred. Donc, écoute, Marc, je te laisse répondre aux questions. C'est parfait, tu maîtrises le truc, c'est nickel. Est-ce qu'il y a des questions pour Chloé avant qu'on passe au témoignage de Maryvonne sur cet aspect scolaire? Est-ce qu'il y a des petites mains qui se lèvent? En même temps, elle a été super claire, donc pas dit qu'il y ait des questions. Oui, si, nous avons Monsieur Exertier de Faverges, en Haute-Savoie, qui a une question pour Chloé. Vas-y. C'est Cédric ou Christophe? Avec le micro. Il faut remettre le micro. Il avait levé la main, mais... Alors, attendez, je vais me mettre sur la liste des participants. Il a baissé la main. Bon, alors on n'aura pas la question de notre ami de Faverges, ou alors il faudra qu'il remette son micro. Je peux pas activer le micro. Normalement, si tu cliques sur ton petit micro... Alors, attendez. Allumer, tac. BC74. Vas-y, essaye de parler cette fois-ci. Bon, il va poser sa question par écrit, ça sera plus facile. Hop. Alors, Maryvonne, est-ce que tu peux réapparaître? Alors, oui, voilà. Là, on je ne sais pas si on me voit. On t'entend, il faut que tu montes un peu le son, Maryvonne, si c'est possible. Oula, j'ai fait une bêtise. Je vais voir si c'est possible. Voilà. Mon ordinateur a planté tout à l'heure. D'accord. Donc, je suis sur un ordinateur de secours. Mince. Voilà, je suis au maximum pour le son. Je ne peux pas mettre plus fort. Pas de problème. On va tendre l'oreille, Maryvonne. Alors, Maryvonne, est-ce que tu peux te présenter et puis on passera un petit peu sur les quelques questions autour des projets que vous avez menés. Maryvonne. Alors, pendant que Maryvonne essaye de réactiver son micro, je vais répondre à la question de Cédric. Généralement, les cycles, on est aux alentours de 8 séances. Voilà.
Et encore une fois, c'est déterminé par les conventions, les cadres ou les habitudes réglementaires des circos. Mais on est souvent sur 8 séances. Voilà, ça peut descendre à 6, mais c'est assez rare, et ça peut monter à 12. Mais voilà, 8, c'est la règle générale. Est-ce que nous avons Marie-Yvonne? Est-ce qu'on m'entend? Oui, ça y est, on t'entend, Marie-Yvonne. Je suis désolée, hein, c'est très compliqué chez moi. Pas de souci. Voilà, donc je disais donc Marie-Yvonne Girardin, ancienne conseillère pédagogique en EPS, et donc coprésidente du club de badminton d'Issoire dans le Puy-de-Dôme. Petit club. Ok. Combien de licenciés dans ton club, Marie-Yvonne? Alors, en moyenne, en période normale, entre 150 et 160, dont la moitié sont des jeunes. Petit club, je te trouve bien modeste. Alors, Marie-Yvonne, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu la teneur de la collaboration qu'il y a entre le club d'Issoire et les écoles locales? Voilà. Alors, si tu veux, il faudra revenir un petit peu en arrière. Je suis désolée pour l'historique, mais il y a une dizaine d'années, une convention a été signée entre la Fédération française de badminton et l'UCEP national. Cette convention a été déclinée au niveau régional et au niveau départemental. Et les comités, donc les deux comités, que ce soit le comité 63 de badminton ou le comité UCEP 63, ont décidé de mener des actions communes. Le comité 63 fournissant le matériel dont parlait Chloé tout à l'heure, ce fameux matériel, ces fameuses valises, donc qui commencent un peu à dater, mais qui étaient vraies. Donc, ouh là là, on est en train de te perdre, Marie-Yvonne. Ah, je crois qu'on t'a perdu là. Si, c'est bon, on t'entend, Marie-Yvonne. Bon. Vas-y. Oui. Là, c'est bon? Oui, t'en étais au matériel. Voilà. Oui, donc j'ai mis un casque, ça sera plus facile peut-être. Ah oui, c'est beaucoup mieux. Oui, donc je disais que en fait, ce partenariat s'est traduit par un prêt de matériel, une dotation, pardon, même plus qu'un prêt, une dotation de matériel qui a circulé dans les écoles pour permettre d'organiser une rencontre départementale. Et devant le succès de cette rencontre départementale, il a été décidé de délocaliser et de confier au secteur, puisque l'UCEP fonctionne en secteur, quitte à eux de prendre contact avec des clubs pour organiser des rencontres locales. Ok, Voilà. donc ça prend quelle forme du coup? Et quel a été le rôle des bénévoles du club, puisque ça s'est fait, à ma connaissance, qu'avec des bénévoles? Ça a pris quelle forme ces rencontres? Alors, au départ, c'était rencontre découverte, c'est-à-dire que sur une journée banalisée, les écoles du secteur venaient au gymnase où ils bénéficiaient donc d'apports techniques par les bénévoles du club donc des ateliers et ça se concluait par un petit tournoi en fait. Et ce qui est remarquable donc depuis 4-5 ans, c'est que en fait c'est une classe d'élèves avec une institut qui est très impliquée, donc qui fait partie du club. C'est aussi, ce n'est pas un hasard bien sûr, mais bon, ça aide. Mais donc elle a investi sa classe, donc sa classe de CM1, CM2, qui organise, enfin co-organise avec nous, qui co-organise cette journée. Donc, qui prépare les ateliers, il présente un petit PowerPoint sur le badminton à l'ensemble des participants, ils co-organisent les ateliers et ils arbitrent le tournoi, puisqu'en fait, ils sont rentrés aussi dans le dispositif UCEP-UNSS qui s'appelle Jeunes officiels. Mmh. Voilà. Et du coup, ça veut dire que vous contactez plusieurs écoles? Oui, c'est ça. Alors, qui fait ce travail de contact avec les différentes écoles? Alors, c'est un partenariat. Puisque ce sont essentiellement des écoles UCEP, donc c'est lorsqu'ils font leur réunion de rentrée, ils préparent leur calendrier annuel, donc ils mettent cette journée au calendrier, mais ils ont le droit d'inviter des écoles non UCEP, pour une fois. Voilà. Ok. Du côté des difficultés, est-ce qu'il y a des choses qui sont compliquées
à mettre en place? Enfin, qu'est-ce qui peut compliquer ce projet de rencontre annuelle avec plusieurs classes? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Alors, s'agissant d'une rencontre découverte, il n'y a pas de difficulté. Hein, c'est pas parce qu'en fait au départ c'était une rencontre normalement fin de cycle, et on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des pratiques disparates liées à tout ce qu'on a pu voir tout à l'heure, le terrain, l'investissement des enseignants, enfin bref. Donc le fait d'avoir une rencontre découverte, c'est beaucoup plus facile. Par contre, ce qui est demandé aux classes qui viennent faire cette rencontre découverte, c'est de s'engager dans la rencontre départementale qui a lieu au mois de mai. Okay. Donc, voilà, et c'est là que ça se complique un peu, si tu veux, c'est que suite à la rencontre découverte, les écoles s'engagent à faire un cycle. Okay. Alors, on voit un peu comment… je dis juste à notre ami de Faverges que je lui réponds en direct juste après, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, on voit un peu le truc. Quelles conséquences, du coup, pour le club? Je sais pas, avec la mairie, les effectifs, voilà. Qu'est-ce que vous en tirez comme bénéfice de ces actions? Alors, il faut savoir, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes un petit club avec une petite ville. Il y a 20 000 habitants maximum à Issoire. Une forte demande sportive et une forte proposition, puisqu'on a l'USI qui propose 37 disciplines différentes. Mais avec d'un créneau mini-bat, c'est-à-dire qu'on est on est plutôt sur 10-12 gamins. Si tu en as 7 qui arrivent grâce au projet, c'est hyper intéressant. Dernière question, Marie-Vonne, parce que je vois le temps qui file. Comment vous faites le lien entre ces actions donc scolaires, ces rencontres et le club? Est-ce que vous avez une méthodologie, des supports, une petite recette magique? Comment vous faites le lien pour que les gamins viennent au club? Alors, tu as parlé tout à l'heure à l'école du BAD, hein, puisque c'est un outil qui a été co-construit par l'UCEP et donc la Fédé de BAD. Et dans ce document magique, comme tu le dis, il y a tout un tas de pistes qui te permettent d'intéresser les jeunes. Et en fait, on construit, je rejoins ce que disait Chloé tout à l'heure, c'est de la co-construction. Le projet, il est co-construit et si ça ne marche pas, eh bien, on se met autour d'une table et puis on fait le bilan, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, de façon à ce que tout le monde y trouve son compte. Ok. Voilà. Avant vous pouvez poser des questions à Marie-Vonne en levant la main. Je vais répondre. Alors, j'ai pas ton prénom, je suis embêté. Je sais pas si c'est Christophe, Cédric. J'ai juste C. À Monsieur Exertier, mais ça m'embête. Christophe, merci Christophe. Donc ta question, oui effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure sur les stratégies en fait qu'il faut adopter. On peut, comme tu le dis, l'objectif premier, c'est quand même, je pense, d'augmenter le nombre de gamins de ces âges-là dans nos clubs. Si on se contente de faire découvrir le BAD dans les écoles, mais qu'ils viennent jamais dans les clubs, alors oui, on aura œuvré pour le développement de la culture du BAD, mais finalement, on n'y aura pas gagné grand-chose. Donc, tu as raison, on peut avoir le deuxième sans pour autant avoir le premier. Mais pour avoir pas mal œuvré, d'ailleurs sur ton département, on avait mis il y a 20 kits de matériel qui avaient été achetés par l'UCEP, etc., le comité. On n'a pas bien réussi à faire les passerelles avec les clubs, donc on a développé la culture BAD dans les écoles, mais par contre, on n'a pas vu de mômes de moins de 9 ans arriver en courant dans les clubs de Haute-Savoie. Donc pour moi, c'est un petit peu un demi-échec. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Est-ce qu'il y a des questions pour Marie-Vonne et sur ce projet de rencontre entre classes ou pas? De rien, Christophe, avec plaisir. Non? Bon, si jamais les questions… tu vois, Marie-Vonne, tu as été très claire et du coup, pas de questions. Je vais passer à notre troisième témoin. J'ai l'impression d'être dans une émission télé. Sylvain, est-ce que tu es là? Il faut que tu allumes ton micro, Sylvain. Je suis là. Oui, tu es là, super. Est-ce que tu peux allumer ta caméra ou tu n'es pas présentable? Si, ça va. Ça va? Allez, vas-y. Un peu mieux.
Je suis prêt. Il y a des questions, non? C'est ça? Oui, je vais te poser des questions, mais j'essayais de voir si tu allais apparaître quelque part. Mais en fait, moi, tu n'apparais pas sur. Ah, si, ça y est, je te vois. Salut Sylvain. C'est super que tu sois là. Alors, oui, juste dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter ton club, qui est un tout petit peu plus gros que celui d'Histoire? Sylvain Janier-Dubry, je suis entraîneur au Club d'Oulin. Ok, combien de licenciés? Combien de licenciés? 380 l'année dernière. 480, tu m'as dit? 380. 380 et vous êtes 2 salariés et demi, c'est ça? C'est ça, ouais. Ok. Donc voilà, donc là on a un autre profil de club avec des moyens qui sont différents. C'est sur une ville, Oulin, la ville d'Oulin, c'est plus de 10 000 habitants, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est plus de 10 000, mais je ne pourrais pas dire le chiffre exact. C'est Ouais, bien, voilà, je pense qu'on est à 20 000 au moins. Pas loin. Ok, avec les communes autour, c'est un bassin de 20 000 habitants, quoi. Ah, plus, ouais, avec les communes autour, plus. Ouais, oui, voilà, ok. Alors Sylvain, je te fais intervenir sur les actions que vous menez dans le périscolaire, puisque j'ai pas mal discuté avec Sylvain sur ce sujet, puisqu'à Oulin, ils ont beaucoup de mini-bad, et en tout cas, pour ce qui les concerne, Sylvain avait une analyse où il se disait que finalement, en tout cas pour leur contexte, je vous en parlais tout à l'heure, les contextes divergent d'une région à l'autre. Il avait le sentiment que ça générait plus de mômes, le périscolaire générait plus de venues d'enfants que les actions scolaires. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel type d'actions périsco vous menez? Comment ça se passe? Disons que là, actuellement, alors par le passé, c'est vrai qu'on a fait des actions périscolaires dues à la réforme des rythmes scolaires qui a été abandonnée. Donc, du coup, nos actions là-dessus se sont arrêtées pendant 2-3 ans là. Et depuis cette année, on a de nouveau une convention avec une commune. Alors, pas la commune d'Oulin, une commune Saint-Genis-Laval qui est juste à côté d'Oulin. Et on est maintenant en intercommunalité, même si ça reste pour l'instant que le club d'Oulin. On a 2 autres communes qui sont pareilles à côté d'Oulin, avec lesquelles on travaille et on collabore, et où on a des gymnases. Voilà. Mais la commune justement avec laquelle on a signé une convention cette année pour faire des actions dans les écoles, justement, est mitoyenne d'Oulin. Mais pour l'instant, on n'a pas de créneau là-bas et on n'a pas d'entrée. On n'est pas considéré comme partenaire de cette ville-là. Mais on leur a proposé ça suite à un appel à projet et du coup, on intervient dans le périscolaire sur cette commune-là, la commune de Saint-Genis-Laval. Ok. Du coup, c'est quoi les volumes? Vous intervenez une fois semaine, plusieurs fois? Comment ça se passe? Alors, on intervient 2 fois dans la semaine, lundi, vendredi, à raison d'1 heure. En gros, après l'école, de 16h30 à 17h30, avec des niveaux, du coup, on a parlé tout à l'heure de cycle 2, cycle 3, c'est mélangé en fait. Enfin, il y a, le lundi, je crois que c'est cycle 2, ça veut dire CP, CE1, CE2, et le vendredi, ça va être cycle 3, CM1, CM2. Ok. Et ça, c'est sur toute l'année, du coup? Ouais, c'est sur toute l'année, sur des écoles différentes. Donc là, par exemple, de septembre à décembre, on a fait une première école. Et à partir de janvier, on fait une autre école. Et ensuite, à partir de mars, en gros, 3 trimestres, on fait une 3e école. Ok. Et du coup, comment vous arrivez à faire le lien avec le club d'Oulin? J'imagine que dans votre tête, on en parlera après, des retombées indirectes, notamment à Saint-Genis, mais il y a quand même cette volonté de faire en sorte que des mômes viennent au club. Comment vous faites? Est-ce que vous avez un peu des stratégies? Pour l'instant, sur ce cas-là particulier, par le passé, ça nous est arrivé de faire des petites opérations, etc., sur les communes d'Oulin, notamment sur du périscolaire. Mais là, sur cette commune-là, pour l'instant, on n'a fait aucune opération, on va dire, de recrutement, on va appeler ça comme ça. Donc, pas forcément de lien avec le club. Les gamins, là, aujourd'hui, avec lesquels on fait des activités badminton, pour l'instant, ils ne savent pas forcément qu'on vient d'un club, etc., etc. Ça serait la deuxième pour une raison. La première, c'est que le contexte est un peu particulier de cette année-là et c'est quand même difficile d'accueillir plus d'enfants là dans les conditions actuelles. Donc, faire de la pub un peu, ça, c'est pas la meilleure période. Voilà, et puis on n'a pas besoin aussi, on a beaucoup d'enfants. Donc, pour l'instant, on n'a pas trop besoin.
l'objectif, il était l'objectif numéro 1 pour lequel on s'est engagé sur cette convention. C'est surtout dans un objectif d'intercommunalité et pour commencer à discuter un petit peu avec les élus de cette commune-là. C'est ce qui a été fait d'ailleurs, puisqu'on a eu, grâce à ça, une rencontre avec les élus. Le fait qu'on intervienne dans les écoles, ça a été évidemment bien vu par la nouvelle équipe municipale de cette commune-là. Et il n'est pas exclu que l'année prochaine, sans parler de créneaux dans des gymnases, on puisse être répertorié dans les clubs de la commune, etc. Voilà, il y a des projets qui découlent de ça. Ok, donc vous vous projetez à moyen terme, vous vous inscrivez dans le paysage sur la commune voisine, quoi. Voilà, c'est ça. Pour l'instant, il est là l'objectif. Après, on se l'est dit évidemment, nous, on va utiliser, je pense, dans un premier temps, en cours d'année, c'est ce qui va être fait, nos stages. On fait des stages pendant les vacances scolaires, qui est une formule qui est pas mal pour attirer des enfants, parce qu'on peut faire un peu de pub pour le stage. Les gamins, souvent, s'ils vont au périscolaire, il y a de grandes chances qu'ils aillent au centre de loisirs. Donc voilà, c'est une possibilité de les attirer un petit peu vers le badminton, pour le coup. On va dire le vrai badminton, puisque ce qu'on fait, c'est un peu de l'animation dans la cour ou dans une petite salle, mais voilà, ça reste, il n'y a pas de terrain, ça reste vraiment de la découverte. Donc pour le coup, voilà, ça nous permet d'attirer un peu des enfants sur nos stages. Une journée, une demi-journée, ils viennent et puis pourquoi pas s'inscrire l'année d'après. Voilà, ça va être plus ça la démarche. Alors, dernière question, selon toi, c'est plus facile d'intervenir dans le périsco que dans le scolaire ou pas? Ouais, je pense. Enfin, en tout cas, c'est plus facile de s'adresser honnêtement à une commune, parce que là, le périscolaire, c'est géré par la commune. Donc, même si c'est dans les murs de l'école, c'est vraiment la commune qui a la responsabilité de ce temps-là. Donc, souvent, pour plusieurs raisons. Déjà, ils sont demandeurs, les communes. Prends ça, là, le papier. Ils sont demandeurs, les communes. Ah merde, pardon. Je peux pas, j'en ai pas. Là, c'est du direct. C'est du direct. Il s'en va. Il nous abandonne. Alors ça, c'était pas prévu. Le revoilà. Pas de questions pour meubler en attendant. Il n'y a pas de questions pour meubler. Sylvain, vas-y. Donc je disais que ouais, sur le périscolaire, c'était pour, à mon sens, plus facile parce qu'on s'adressait à la commune et que la commune, souvent, ils sont demandeurs d'activités et d'animation pour occuper les enfants pendant le périscolaire. C'est parfois moins le cas des instits et des directeurs d'école qui sont, eux, beaucoup plus occupés, les projets d'école, etc. Ce genre de choses, c'est beaucoup plus difficile. Voilà, et puis on a affaire directement aux enfants, donc c'est un petit peu plus confortable, on va dire. Et il y a un autre biais, c'est qu'on n'en a pas parlé, mais cette convention-là qu'on a signée, la mairie prend en charge une partie des heures qui sont faites, des heures salariées, quoi. Donc ça fait aussi une rentrée d'argent pour le club. Là, j'ai pas le chiffre exact, mais la commune, il paye au moins 15 € de l'heure, 15-16 € de l'heure, ce qui est pas négligeable quand même pour le club, pour pérenniser leurs emplois, quoi. Tout à fait. Question de Rémi Ravix. Dans le cadre des stages de découverte ou d'essais poursuivis, comment ça se passe au niveau assurance? Comment vous faites, vous, sur les stages de découverte? Alors, en fait, nous, on propose aux enfants qui viennent de l'extérieur de prendre une assurance. C'est 3 € ou 2 €, je ne sais pas, par l'année. Enfin, c'est un truc à l'année. Ils le prennent jamais parce qu'ils sont tous assurés. Mais en fait, nous, on a l'obligation de le proposer. Donc voilà, okay. On propose de prendre une assurance. Ils le prennent jamais. Et voilà, après, c'est eux qui décident, quoi. Donc après, l'autre solution pour répondre à Rémi, il y a le principe de la séance promotionnelle ou la séance d'essai. Ça, c'est quelque chose qu'on fait remplir. Je crois que c'est limité à 3 de mémoire. Donc ça peut rentrer dans ce cadre-là pour des séances de découverte. Sur les stages, c'est un peu plus différent, quoi. Voilà.
Est-ce qu'il y a des… Merci Sylvain pour ces éléments. Est-ce qu'il y a des questions pour Sylvain ou pour Chloé, Marie-Vonne, ou des questions plus générales? Parce que voilà, on a un tout petit peu débordé. Je m'étais dit 19h15, il est 19h20. Est-ce qu'il y a des mains qui se lèvent? Oui. Kevin, est-ce que le temps périscolaire est aussi possible entre midi et 2? Alors là, je vais répondre. Oui, c'est complètement possible. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a pas mal de communes, et je sais de quoi je parle, en tout cas, parce que moi j'étais élu sur ma commune, on avait envisagé donc le temps périscolaire avec la réforme des rythmes scolaires comme un temps qualitatif. On voulait sortir vraiment de cette logique de garderie. Donc l'idée, c'était de faire monter en qualité ces temps de périscolaire, que ce soit le midi ou après l'école l'après-midi. Donc on proposait de l'aide aux devoirs, des activités artistiques et des activités sportives. Donc c'est tout à fait possible de proposer des activités périscolaires sportives sur le midi 2, si c'est dans la politique et le fonctionnement de la commune. Mais voilà, c'est possible. Je crois qu'il y avait Jean-François Buffin qui avait levé la main. Alors attendez, je prends la liste. J'ai cru voir apparaître. Vas-y Jean-François, j'ai cru voir apparaître ton nom quelque part ou j'ai rêvé peut-être. Salut tout le monde. Du coup, c'était pour répondre un petit peu à Kevin. Moi, j'interviens tous les midis, lundi, mardi, jeudi et vendredi, dans le cadre de la pause méridienne, où je fais des initiations au badminton dans les écoles de la ville. En fait, j'ai 3 séances de 30 minutes tous les midis, de midi à 13h30. Ces heures, elles sont, comme le disait Sylvain, autofinancées, puisque la mairie nous rémunère à 20 € de l'heure pour ces actions-là. Et c'est vrai que depuis qu'on met en place ça l'année dernière, tu vois, cette année avec le Covid, on a quand même 39 enfants qui sont en primaire, jusqu'à Benjamin 1. Et pour nous, c'est vraiment hyper important, quoi. Ça représente 20% de nos licenciés. Et est-ce que tu es en capacité à mesurer, là, sur les 40 mômes, combien, grosse maille, sont vraiment, le revenu est lié à ces actions-là? C'est difficile, j'imagine, mais tu as une idée ou pas? Moi, je pense que c'est vraiment important parce que, par exemple, au Forum des Assos cette année, j'étais présent et du coup, comme je suis dans les écoles tous les midis, tous les enfants s'arrêtaient au stand pour me dire bonjour. Et du coup, les parents, ils vont voir les flyers, on discute un petit peu et c'est parti, quoi. Okay. Ce qui est important, c'est que les enfants, ils identifient le salarié au club, au sport, parce qu'après, du coup, ça facilite tout sur les coms. Alors, le salarié ou l'entraîneur, parfois, ça peut être des bénévoles, mais c'est sûr que quand on est sur la pause méridienne ou à 16h30, c'est plus difficile. Merci beaucoup, Jeff, pour ce témoignage. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? Est-ce qu'il y a des petites mains qui se lèvent? Oui, François Menuet. Est-ce que la Ligue possède une trame type d'un projet pédagogique? C'est à mon sens un document important et qui prend du temps. Voilà. Eh bien, je crois que Chloé veut répondre. Chloé, vas-y. Si je peux répondre, bah, du coup, on en avait discuté avec Thomas. Moi, j'avais rédigé rapidement une trame de à quoi ça ressemble un projet pédagogique en prenant un document officiel de circonscription que j'avais rempli très très rapidement sans avoir vraiment réfléchi au contenu de ce que pouvait être le projet qu'on mène. Et je l'ai envoyé à Thomas là tout à l'heure, donc je pense qu'il vous le transmettra. Mais dans le projet pédagogique que j'ai transmis à Thomas, il y a plein de cases que j'ai pas remplies parce que, à mon sens, elles sont à remplir par les enseignants. La partie qui est à remplir peut-être par les clubs et en collaboration avec les enseignants, c'est vraiment la partie description du projet et contenu du projet avec ce que vous allez faire dans votre cycle badminton et comment vous voyez un peu les choses. Donc, je l'ai transmis à Thomas et j'ai transmis aussi un autre document qui peut être peut-être aussi utile à regarder. C'est une rapide synthèse sur comment ça se construit une séquence d'EPS à l'école. Voilà. Super, merci beaucoup Chloé. Alors on a Jean-François et Marie-Vonne qui voulaient peut-être répondre à François également. Jean-François, vas-y. Non, pour moi c'était une petite fausse manip. Pardon, Marie-Vonne? Oui, donc moi je pourrais aussi te transmettre le document fait par les collègues pour préparer leur module.
Super. Voilà, donc je transmettrai et effectivement, je pense que c'est quand même l'essentiel. Si c'est bon, on t'entend, c'est l'essentiel. Voilà. Super, merci Marie-Vonne. Voilà, François et les autres, vous aurez de la matière. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Non, c'est tout bon? Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre présence. Voilà, j'espère que ça vous a éclairé, que ça vous a motivé. Et puis, évidemment, on attend que la crise sanitaire nous permette d'aller tester tout ça. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, en espérant vraiment qu'on puisse se retrouver sur les terrains le plus vite possible. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.